Bonjour à tous, je m'appelle Plamen Bokov et je travaille dans le service d'exploration fonctionnelle et centre du sommeil pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Et je suis associé à l'université de Paris-Cité et je vais vous parler aujourd'hui des techniques spécifiques d'enregistrement de la respiration au cours du sommeil chez l'enfant. Voici mes liens d'intérêt. Lors de ce cours, nous allons suivre le plan suivant. Au début, je vais annoncer les objectifs pédagogiques. Ensuite, nous allons parler des techniques, à proprement parler, d'enregistrement de la respiration au cours du sommeil. Ensuite, nous aborderons le codage des événements respiratoires chez l'enfant, avec les définitions telles qu'elles sont annoncées dans la dernière version des recommandations de la Société américaine de sommeil, qui sont disponibles en français sur le site de la SFRMS. Et enfin, nous parlerons des normes et de définitions de syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Connaître les spécificités de l'enregistrement de la respiration au cours du sommeil chez l'enfant. Connaître les définitions ASM des événements respiratoires chez l'enfant avec la particularité. La définition de l'apnée obstructive, l'apnée centrale, l'apnée mixte ainsi que l'hypopnée. Et enfin, connaître la définition du syndrome d'apnée centrale de l'enfant et du syndrome d'apnée obstructive chez l'enfant. La polysomnographie sous surveillance à l'hôpital reste l'examen de référence lorsqu'on veut explorer le sommeil chez l'enfant. Il doit être réalisé dans une pièce isolée et calme, insonorisée, avec une température de neutralité thermique à 19 degrés. On utilise un lit qui est adapté à la taille de l'enfant. La présence des parents et du doudou est important. Le matériel est préparé et vérifié à l'avance par un personnel entraîné à la polysomnographie chez l'enfant. L'examen, bien sûr, doit être expliqué au préalable à la famille et à l'enfant pour obtenir une meilleure adhésion à cet examen. La polysomnographie réalisée à l'hôpital et sous vidéosurveillance reste l'examen de référence si on veut explorer le sommeil chez l'enfant. Cet examen doit être réalisé dans une pièce isolée et au calme, insonorisée. La température doit être contrôlée à 19 degrés. L'enfant doit être installé dans un lit qui est adapté à sa taille. Il est nécessaire d'avoir la présence d'au moins un des parents et il est souhaitable que l'enfant se présente à cet examen avec son doudou. Le matériel doit être préparé et vérifié à l'avance par un personnel entraîné à la polysomnographie chez l'enfant. Bien sûr, l'examen doit être expliqué au préalable à la famille et à l'enfant pour obtenir une meilleure adhésion à cet examen. Il est accepté chez le bébé de moins de 6 mois de faire un enregistrement de sieste. C'est ce qu'on appelle une polysomnographie de sieste. Chez l'enfant plus grand, on fait donc des enregistrements sur une nuit entière. Alors, il est important de comprendre pourquoi la polysomnographie reste l'examen de référence, même si il y a de plus en plus de données sur la polysomnographie à domicile, qui semble être un examen tout à fait acceptable chez l'enfant à partir de 7-8 ans. Avec un taux d'échec qui semble faible. Mais en revanche, la polygraphie ventilatoire, qu'elle soit à domicile ou à l'hôpital, montre quand même une sous-estimation de l'index d'apnée-hypopnée.
ce qui a été montré dans cette étude publiée en 2023 sur des examens faits à domicile. Vous voyez ici que l'index apnée-hypopnée obstructif est sous-estimé par la polygraphie ventilatoire avec une différence de l'ordre de 1,7 événements par heure rapporté à la polysomnographie. Et également, il a été montré dans une étude plus ancienne que cette sous-estimation ne vient pas seulement du fait que on ne comptabilise pas vraiment le temps de sommeil, mais le temps d'enregistrement, puisque ici dans cette étude que je vous montre en dessous, les examens de polygraphie ventilatoire ont été réalisés à l'hôpital avec une surveillance. Le technicien donc notait l'heure d'endormissement et l'heure de lever. Et vous voyez que cette étude aussi montrait une nette sous-estimation de l'index apnée-hypopnée par la polygraphie ventilatoire, avec une modification de la prise en charge dans 23% des cas enregistrés, qu'on voit surtout dans le cas des syndromes d'apnée du sommeil modérés. Les règles de scorage respiratoire chez l'enfant peuvent être utilisées jusqu'à l'âge de 18 ans. En revanche, il n'y a pas de consensus jusqu'à quel âge on peut utiliser les règles d'enfant et à partir de quel âge on peut utiliser les règles adultes. Il y a des centres qui font cette transition pour les adolescents à partir de 13 ans, mais vous pouvez très bien utiliser les règles jusqu'à l'âge de 18 ans. En ce qui concerne les signaux qui doivent être utilisés pour scorer les apnées, donc il est recommandé d'utiliser pour un examen diagnostique le capteur de flux aérien thermique oronasal, car il était montré dans une étude plus ancienne. Maintenant, concernant les règles respiratoires à utiliser chez l'enfant, il est convenu que ces règles peuvent être utilisées jusqu'à l'âge de 18 ans, mais il n'y a pas de consensus fort à savoir à partir de quel âge on doit passer sur un scorage adulte. En tout cas, ça doit être le cas à partir de 18 ans, mais certains centres utilisent les règles adultes chez des adolescents à partir de 13 ans. Ensuite, pour savoir quel signal doit être utilisé pour scorer une apnée, donc il est recommandé d'utiliser un capteur de flux aérien thermique oronasal. Ici, vous voyez ici sur la thermistance oronasale la disparition du flux respiratoire qui peut être donc scoré comme une apnée. Ensuite, il est recommandé que pour identifier une apnée au cours d'une étude de diagnostic et en cas de dysfonctionnement du capteur de flux aérien thermique oronasal, il est recommandé d'utiliser le capteur de pression nasale ou la somme de plétismographie d'inductance respiratoire, ce qu'on va appeler le signal RIP-SOM, ou le débit de plétismographie d'inductance respiratoire, qu'on va appeler le signal RIP-DEB. Il s'agit d'un signal dérivé, un signal de débit dérivé à partir du signal de plétismographie d'inductance, ou alors il est acceptable d'utiliser le signal de CO2 expiré. Pour identifier une hypopnée, au cours d'un examen diagnostique, il est recommandé d'utiliser un capteur de pression nasale avec au centre transformation de la racine carrée du signal pour suivre le flux aérien, car il était montré que la canule nasale détecte mieux les hypopnées que la thermistance. Ici, sur cette figure, vous voyez une hypopnée détecté par le signal de pression de canule nasale
transformer en signal de flux en prenant la racine carrée de cette pression. En cas de dysfonctionnement du signal de pression nasale, pour scorer une hypopnée au cours d'un examen diagnostique, il est recommandé d'utiliser soit le flux aérien thermique oronasal, soit le signal de plétismographie de inductance, RIP-SOM, soit le signal RIP-DEB, soit les doubles sangles de plétismographie de inductance thoraco-abdominale. Pour suivre les efforts respiratoires, il est recommandé d'utiliser une des méthodes suivantes, la manométrie œsophagienne ou les doubles sangles de plétismographie d'inductance thoraco-abdominale. Pour suivre la saturation en oxygène, on utilise une oxymétrie de peau avec un signal moyenné sur 3 secondes au maximum. Et pour suivre le ronflement, il est recommandé d'utiliser un capteur acoustique, au mieux un microphone, sinon le capteur piézoélectrique chez certains fabricants, à éviter le capteur de pression nasale car il a été montré qu'il détecte très mal les ronflements. Il est également recommandé d'associer un enregistrement de la PCO2 au cours de la nuit chez l'enfant hospitalisé pour explorer une pathologie respiratoire au cours du sommeil afin de détecter une hypoventilation alvéolaire. La méthode utilisée pour enregistrer le CO2 peut être soit par une PCO2 transcutanée, soit par une PCO2 de fin d'expiration. Ensuite, pour scorer la durée des événements respiratoires, il faut se placer à partir du nadir qui précède la première respiration nettement réduite jusqu'au début de la première respiration qui s'approche de l'amplitude de la respiration de référence. Vous voyez ici sur cette diapositive comment on note la durée d'un événement, qu'il s'agit d'une apnée. Vous voyez, donc elle commence à partir du nadir de la dernière respiration normale jusqu'au début de la première respiration qui retrouve une amplitude proche de la normale. La même chose donc pour l'hypopnée. On va passer maintenant au cœur du sujet de ce cours, c'est-à-dire vous annoncer et essayer de vous expliquer les règles de codage des événements respiratoires chez l'enfant. Alors d'abord, comment on score une apnée obstructive? Donc une apnée est obstructive si vous avez les 3 critères suivants. Il y a une chute des variations du signal de plus de 90% par rapport à la référence pré-événement, en utilisant un capteur thermique oronasal ou un capteur d'apnée alternatif si ce signal n'est pas disponible ou de mauvaise qualité. Ensuite, la durée de la chute de plus de 90% du signal durant moins 2 cycles respiratoires de la respiration de référence. Donc là, notez bien la différence par rapport au scorage, aux règles de scorage chez l'adulte, où la durée doit être supérieure à 10 secondes. Donc là, chez l'enfant, on n'utilise pas ce seuil fixe. Ce qui est utilisé, en revanche, c'est il faut que la durée de l'événement doit être au moins égale à 2 cycles respiratoires. Ce qui fait que chez l'enfant, chez le bébé, par exemple, qui peut avoir une fréquence respiratoire assez importante, de l'ordre de 30 à 40 respirations par minute, et ben ces événements respiratoires peuvent avoir une durée de 5-6 secondes. Et le troisième critère, c'est la présence d'efforts respiratoires pendant toute la période d'absence de flux aérien. Pour l'apnée centrale, on score une apnée centrale si tous les critères suivants sont remplis.
Il y a d'abord une chute des variations du signal de plus de 90% par rapport à la référence pré-événement, en utilisant encore une fois le capteur thermique oronasal ou un capteur d'apnée alternatif. Il y a une absence d'effort inspiratoire pendant toute la durée de l'événement. Et vous avez au moins un des critères suivants qui est rempli. Soit la durée de la chute du signal dure au moins 2 cycles respiratoires et est associée à un micro-réveil ou à une désaturation de plus de 3%. Soit l'événement dure plus de 20 secondes. Ou chez le nourrisson de moins de 1 an, on accepte que l'événement dure au moins 2 cycles respiratoires et est associé à un ralentissement du rythme cardiaque à moins de 50 battements par minute pour moins 5 secondes ou à moins de 60 battements par minute pendant au moins 15 secondes. Une apnée scorée comme mixte si vous avez les 3 critères suivants qui sont remplis. S'il y a une chute des variations du signal de plus de 90% par rapport à la référence pré-événement, en utilisant encore une fois le capteur thermique oronasal ou un capteur d'apnée alternatif. Si la durée de la chute du signal dure au moins 2 cycles respiratoires de la respiration de référence. Et vous avez un troisième critère, la présence d'efforts respiratoires sur une partie seulement de la période d'absence de flux aérien et l'absence sur une autre partie, quelle que soit la portion apparaissant en premier. Et donc vous voyez ici sur cette figure des exemples d'apnée centrale obstructive ou mixte chez des enfants. Vous voyez d'abord que la durée des événements est assez brève. Vous noterez sur l'axe des abscisses que par exemple pour l'apnée centrale, on note une durée de l'ordre de 4 à 5 secondes. Cette apnée, la première est scorée comme centrale car il n'y a pas d'effort inspiratoire pendant toute la durée de disparition, quasi-disparition du flux respiratoire, côté sur la thermistance. L'apnée obstructive donc est définie par la présence d'efforts respiratoires et puis vous avez l'apnée mixte où dans ce cas ici, il n'y a pas d'effort inspiratoire au début et puis à l'apparition d'un effort inspiratoire à la fin de l'événement. Et enfin, le codage de l'hypopnée. Il est recommandé de scorer un événement comme hypopnée si tous les critères suivants sont remplis. D'abord, il y a une chute des variations du signal de plus de 30% par rapport à la référence pré-événement en utilisant un capteur de pression nasale. Ensuite, la durée de la chute de plus de 30% du signal est supérieure ou égale à 2 respirations. Et en 3, il existe une désaturation supérieure ou égale à 3% par rapport à la référence pré-événement où l'événement est associé à un micro-éveil. Le scorage des hypopnées en centrale ou obstructive est optionnel dans la mesure où on ne dispose pas vraiment d'une mesure fiable de l'effort respiratoire au cours de l'événement. Comme je vous ai annoncé auparavant, la surveillance de l'hypoventilation chez l'enfant est recommandée au cours d'un enregistrement diagnostique. Il est admis de coder une hypoventilation alvéolaire au cours du sommeil lorsque plus de 25% de la durée totale de sommeil est passée avec une PCO2 supérieure à 50 mm de mercure. Il s'agit d'une définition donc de la Société américaine de sommeil. En Europe, des définitions plus basses sont souvent utilisées chez l'enfant. On peut donner comme exemple une autre définition qui consiste à dire qu'il n'existe une hypoventilation alvéolaire au cours du sommeil lorsque seulement 2% ou plus de la durée totale de sommeil sont passés avec une PCO2 supérieure à 50 mm de mercure. Et pour terminer sur la règle de codage des événements respiratoires, on code la respiration périodique chez l'enfant lorsque on observe une respiration avec la présence de plus de 3 épisodes d'apnée supérieur ou égal à 3 au cours de la respiration.
noté par l'absence de flux respiratoire et d'effort inspiratoire sur une durée qui est supérieure à 3 secondes, séparée par moins de 20 secondes de respiration normale. En dessous, vous avez une figure où on voit ce type de respiration. Si vous regardez bien l'échelle du temps, les apnées ici centrales sont de l'ordre de 10 secondes et sont séparées par 2 respirations normales. Cette respiration normale dure moins de 20 secondes et donc vous avez cette répétition comme ça d'événements qui doivent être scorés comme respiration périodique. Quelques notions de normes importantes à connaître chez l'enfant. D'abord, en ce qui concerne les apnées centrales, il faut savoir qu'elles sont très fréquentes chez le nourrisson. Et plus l'enfant est jeune, plus les index peuvent être élevés. Pourquoi on observe des index élevés d'apnée centrale chez l'enfant? C'est expliqué par une immaturité du système de contrôle de la ventilation qui va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois pour se mettre en place. Il faut retenir que l'apnée peut être très fréquente, l'apnée centrale peut être très fréquente, surtout chez les enfants avant l'âge d'un mois. Vous voyez ici une étude coréenne qui montrait des index pouvant aller jusqu'à 45 événements par heure chez l'enfant de moins d'un mois. Ensuite, ces index, les normes diminuent donc avec l'âge, et on considère comme pathologique un index supérieur à 5 par heure après l'âge de 1 an. Il est également important d'avoir à l'esprit qu'un index obstructif supérieur à 5 par heure peut être normal également chez l'enfant de moins d'un mois, expliqué par le même phénomène, et ne pas être trop invasif dans les traitements, savoir des fois attendre et savoir répéter l'examen, surtout chez un enfant qui est peu symptomatique. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil pédiatrique est défini par un index apnée-hypopnée obstructive supérieur à 2 par heure ou un index d'apnée obstructive supérieur ou égal à 1 par heure en présence de symptômes évocateurs de SAOS. Il s'agit de recommandations du Task Force sur le syndrome d'apnée du sommeil obstructif chez l'enfant par la Société européenne de médecine respiratoire. Ces recommandations sont sorties en 2016. Ce groupe a également émis des recommandations pour la prise en charge et la définition du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant de moins de 2 ans. Ensuite, vous aurez normalement un cours par professeur Fourreau sur la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil obstructif chez l'enfant. Donc, je ne rentre pas dans ces considérations. Si vous avez envie d'apprendre plus sur le sommeil pédiatrique, je vous invite à vous inscrire au DU de pathologie de la veille et du sommeil de l'enfant. Vous pouvez prendre donc une inscription à l'Université de Paris-Cité. Je suis le responsable pédagogique sur Île-de-France. Vous pouvez également vous inscrire à Lyon auprès du professeur Patricia Franco. Donc, que retenir absolument de ce cours? D'abord, retenir que la polysomnographie en hospitalisation avec surveillance reste le gold standard permettant le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil chez l'enfant. Ensuite, retenir les définitions pédiatriques des événements respiratoires recommandés par la Société américaine de médecine du sommeil. Et enfin, savoir les définitions du syndrome d'apnée du sommeil central obstructif chez l'enfant avec les amplitudes de variation des index en fonction de l'âge. Voilà, ceci termine ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.